Bonjour. Donc d'abord un merci à tous les organisateurs qui ont mené à la publication du livre et puis qui nous accueillent ici aujourd'hui. Puis à vous tous. Donc on va avoir un peu de temps pour partager un certain nombre d'approches qui je pense sont très très importantes de nos jours. Je vais essayer de partager avec vous une approche du pluralisme juridique. Et une chose qui doit être très claire pour vous, c'est qu'il n'y a pas un pluralisme juridique. On peut dire qu'il y a des pluralismes juridiques et différentes manières d'aborder cette question. Et il y a eu, il y a quelques années, un numéro spécial du cahier d'anthropologie du droit qui s'appelait « Les pluralismes juridiques » avec un S. Donc moi, ce que je vais présenter, c'est plutôt une approche anthropologique, anthropologie du droit de la question. Et ce qui me paraît, moi, être essentiel après une bonne quinzaine d'années en travaillant sur ce genre de questions. Mais ce n'est pas la seule approche qui peut exister. Donc, je vais vous présenter 4 points importants qui pourront être approfondis après dans le livre. Donc, ne vous inquiétez pas aussi si vous entendez peut-être des noms d'auteurs que vous ne connaissez pas. Ils sont dans la contribution. Vous avez les références, etc. Donc, vous retrouverez tout ce que je dis en plus détaillé dans l'article. Alors, les 4 points que j'aimerais développer avec vous pour essayer de saisir un peu ce que c'est que cette histoire de pluralisme juridique, voire une approche plurale du droit. Ce sera un peu ça mon intervention du pluralisme juridique à une approche plurale du droit. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que cette idée de centralisme juridique. Ce sera le premier point. Le deuxième point, ce sera opposé au centralisme juridique. Qu'est-ce qu'un pluralisme juridique? On peut distinguer un pluralisme juridique faible ou fort. Et puis ça va nous mener à un questionnement sur qu'est-ce que pourrait être une approche plurale du droit. Et puis, dernier point, en quoi ou comment s'inscrivent toutes ces approches-là dans un horizon plus large du pluralisme, voire de l'interculturalisme. Puisqu'en tant qu'anthropologue, la question du pluralisme est fort liée à la question de la rencontre avec d'autres cultures. Alors, venons-en au premier point, donc la question du centralisme juridique. Alors, pourquoi est-ce que je parle de centralisme juridique et de quoi est-ce que je parle quand j'en parle? Je fais référence en fait à un texte qui a été très très important dans le domaine de l'anthropologie du droit, qui a été écrit par un auteur qui s'appelle John Griffiths et qui a essayé dans les années 80 de faire un peu une synthèse de ce qu'était le pluralisme juridique. Et qui, pour l'expliquer, l'opposait en fait à une autre manière d'aborder le droit qui était le centralisme juridique. Et il donne 5 points pour définir ce que serait le centralisme juridique. Il dit d'abord, ça j'y reviendrai, il dit c'est une idéologie. C'est une certaine manière de voir qui repose donc sur 5 fondements. Le premier étant que le droit, c'est le droit de l'État. Ça, c'est le premier fondement. Deuxième, ce droit-là est uniforme pour tous, mais s'applique de la même manière à tous. Troisièmement, ce droit-là est exclusif de tout autre droit. Il y a le droit de l'État, il n'y a pas d'autre droit. Il n'y a pas de, on a parlé de coutume, ce n'est pas du droit. Il y a le droit de l'État, il est exclusif de toute autre forme de droit. Quatrièmement, il est administré par un seul ensemble d'institutions légitimes. Et enfin, 5e élément, il est basé sur une hiérarchie de normes, une hiérarchie des institutions. Et donc, ces 5 postulats donnent donc pour Jack Griffith cette idée donc de centralisme juridique, qui est pour lui une idéologie dans le sens que c'est une manière de voir qui, d'après son point de vue, qui est plus anthropologique ou de sciences sociales, parfois ne permet même pas de voir la réalité sociale en tant que telle. C'est d'une certaine manière plus une approche prescriptive que descriptive. Ou dans d'autres mots, c'est aussi plus une approche de top-down, du haut vers le bas, que bottom-up, en partant des acteurs pour remonter vers le haut. En sachant que les anthropologues se situent plutôt dans le bottom-up et de nos jours, on dirait même, en anglais ils disent « they study through ». Ils étudient à travers les différents lieux qui leur permettent d'éclairer une problématique. Et il dit, tant qu'on est dans ce genre d'idéologie, ou cette vision, enfin lui il emploie le mot d'idéologie, on peut dire une vision, c'est très difficile d'aborder la question finalement du pluralisme juridique parce que par définition on ne voit pas les autres choses qui ont été disqualifiées par avance. Et donc à ça il oppose donc la question du pluralisme juridique ou l'approche en termes de pluralisme juridique à l'époque, donc en ayant en tête surtout les contextes coloniaux, avec donc des États, des systèmes juridiques qui ont été importés ou exportés puis importés dans les pays colonisés, et dans lesquels on observait qu'il y avait ce système juridique officiel et puis il y avait d'autres choses. Il y avait des droits autochtones ou indigènes, des droits qui étaient sur place et qui étaient soit reconnus ou pas reconnus, et qui, donc le droit des États ne se résumait pas uniquement au droit officiel en tant que tel.
Alors il distingue là deux formes de pluralisme juridique, un pluralisme juridique faible et un pluralisme juridique fort. Le pluralisme juridique faible, ce serait celui où on applique par exemple le droit français et puis dans certains domaines, il y a une règle de reconnaissance, on reconnaît dans le domaine du droit privé, etc., qu'on puisse continuer à appliquer, je sais pas, la charia ou des coutumes locales, etc. Donc il y a en fait une multitude, donc il n'y a pas un seul référent, il y a des référents multiples, mais ces référents sont reconnus par la hiérarchie légitime. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le pluralisme juridique faible. Et puis après, il y a le pluralisme juridique fort, qui est de reconnaître que, au-delà de ça, il y a même du droit qui est inofficiel, qui va peut-être complètement à l'encontre de ce qui est supposé être donc le système juridique, et qui pourtant parfois est très très important pour la régulation effective des sociétés. Et donc voilà, on a donc ouvert, on est déjà allé vers le deuxième point même, donc on a ouvert cette question de pluralisme juridique. Mais alors qui pose une question, si on parle alors de pluralisme juridique, finalement, qu'est-ce que le droit ? Puisqu'on a commencé à élargir cette notion de droit. On n'est pas resté dans cette vision étatique, on dit, tiens, la coutume locale, ça peut être du droit aussi, ce qui peut poser beaucoup de problèmes aux juristes purs. Et donc, il y a un certain nombre d'autres auteurs qui se sont posé la question s'il ne fallait pas s'orienter d'une analyse en termes de pluralisme juridique vers une approche plurale du droit, en disant que le droit serait peut-être plus large que ce qu'on a l'habitude normalement de désigner comme droit. Alors, cette transition, je vais l'illustrer en partant, comme disait Caroline Plançon, d'une première définition donc, de Jacques van der Linden, qu'elle a citée rapidement, qui est que le pluralisme juridique est l'existence au sein d'une société déterminée de mécanismes juridiques différents s'appliquant à des situations identiques. Ça, c'est vraiment la définition classique, qui petit à petit a commencé à poser un problème, parce qu'on a commencé à se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une société ? Est-ce que finalement, parler en termes de société, c'est pas avoir en arrière-tête cette idée d'un État, d'un champ qui serait unifié, dans lequel il y a des choses qui se goupillent. Et qui a mené finalement Jacques van der Linden à aller plus loin et à déconstruire sa propre définition, en disant non, il faut partir, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est la pluralité des normes qui peuvent s'appliquer dans une situation donnée. Il faut s'intéresser aux acteurs, il faut vraiment essayer de reposer toutes les questions à partir des acteurs sur le terrain. Donc on commence à s'ouvrir à une autre manière d'envisager le droit. Moi, dans mes propres travaux, je fais souvent une distinction entre droit avec un petit d, c'est le droit, on va dire, étatique, le droit tel qu'on l'entend normalement. Oui, tout à fait, 5 minutes encore. Et j'ai ma montre là. Et puis le droit avec un grand D, reconnu comme plutôt ce phénomène qui permet de résoudre les conflits et de reproduire en fait les sociétés dans leur fonctionnement. Et donc là, il y a une théorie un peu intermédiaire qui, pour vous, pourrait être intéressante, qui est celle d'un anthropologue du droit japonais, Masahaji Chiba, qui parlait de 3 dichotomies du droit. Donc il parle encore en termes de pluralisme juridique, mais en disant en même temps, il y a du pluralisme juridique parce qu'il y a 3 aspects, en fait, dans le droit. Il a dit, dans tout pays, il y a du droit officiel, il y a du droit non officiel, et puis il y a quelque chose qu'il appelle le droit basique, qui sont en fait un peu les représentations fondamentales du droit, qui peut être dans des contextes non occidentaux, les notions de dharma, les notions de li, des notions donc, qui ne sont pas d'ordre, qui ne sont pas forcément traductibles en termes de droit. Et il dit, comme il y a ces 3 éléments-là, ce qu'on observe, surtout dans les contextes post-coloniaux, c'est des discrépances, des dichotomies. Donc il parle de 3 grandes dichotomies dans le droit, celui entre le droit officiel et le droit inofficiel, celui entre le droit basique, donc les représentations profondes d'une culture ou d'un pays, et le droit en vigueur, qui peut être importé, donc qui ne correspond pas forcément à ces visions-là. Et une 3e dichotomie qui peut être celle justement entre un droit importé et le droit basique, les valeurs locales. Donc vous vous rendez compte qu'on est déjà dans une problématique où il ne s'agit pas uniquement de reconnaître une multitude donc, de régulations qui créent une situation identique, mais à la question de savoir si le droit en lui-même ne serait pas un phénomène plus pluraliste que ce qu'on penserait d'habitude. Et ça, c'est donc le pas qu'a franchi, on va dire, le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, donc surtout dans les travaux d'Étienne Leroy, qui parlait d'une approche pluraliste du droit en termes d'un droit tripode. En disant, le droit, peut-être finalement, il n'est pas que norme générale et impersonnelle, donné par l'État, comme on se le représente d'habitude, mais il reposerait sur 2 autres pieds aussi.
il reposerait sur des modèles de conduite et de comportement, et il reposerait sur des systèmes de disposition durable, ou les habitus selon Bourdieu. J'en reparlais un peu tout à l'heure quand on va parler de la question des droits de l'homme. Et donc le droit ne fonctionnerait pas uniquement donc, sur un registre, mais sur des registres différents. Et ces registres différents peuvent être des registres qui peuvent être valorisés, par exemple, dans des contextes différents, par exemple à travers la coutume qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais ouais, j'y reviendrai. Donc, on a déjà fait un grand cheminement qui mène à ma petite conclusion ou ouverture, qui est celle de dire, si on s'intéresse à la question du pluralisme juridique, petit à petit, on est obligé de se poser la question plus grande du pluralisme. Séverine va probablement parler aussi d'une petite question terminologique, qui est de dire, est-ce qu'il faut s'arrêter au pluralisme juridique ou parler de pluralisme normatif de manière plus large? Et ça, c'est des questions qui deviennent extrêmement importantes de nos jours avec cette présence de plus en plus accrue de la gouvernance. C'est plus uniquement les règles de l'État qui sont les règles du jeu, mais pour donner un seul exemple, par exemple, l'exemple de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, où il y a d'autres normes, d'autres normativités qui sont créées, qui sont autre chose et avec lesquelles il faut aussi apprendre à interagir. Et dernier point donc, que je vous avais promis, donc, qui est l'ouverture finale, c'est juste un horizon. Donc, tout ça ne fait sens aussi seulement si on le replace dans le cadre plus large d'un horizon du pluralisme et de l'interculturalisme. Parce que tout ce dont on vient de parler ici, c'est encore traduire en fait nos préoccupations, donc de reconnaître l'autre, je parlais de dharma, de li, etc., mais de le traduire à nouveau en termes de pluralisme juridique. Donc on continue à le regarder avec nos lunettes, là je parle en tant qu'occidental. Mais c'est pas parce qu'on le regarde avec nos lunettes et qu'on va donner une place, qu'on va ouvrir notre fenêtre plus largement, que les autres fenêtres disparaissent. Et donc ça c'est toute la question d'un interculturalisme ou pluralisme plus radical et plus profond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rentre en dialogue, par exemple avec entre un juriste et puis quelqu'un de dharma ou de li ou de Kayanerekoba pour les Mohawks ou ce genre de choses. Voilà.